Salut les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Foxform 3D. Je m'appelle Kevin et je suis artiste 3D spécialisé en VFX sur Houdini et aujourd'hui je te montre comment on fait des custom velocity. Bon, des custom velocity, on a la possibilité d'en faire de plusieurs manières, surtout dans Houdini. Moi, celle que je te propose aujourd'hui, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler des vector fields. Grâce aux vector fields, on peut très facilement faire ce genre d'effet-là où on a des particules qui vont être contraintes de suivre les directions de ces fameux voxels. Deuxième point que je voulais discuter avec toi. Et oui, Foxform commence à grandir, donc avec cette popularité, des idées commencent à me venir, et ça, c'est rare. Donc je me suis dit, tiens, et si on commençait à aller un peu plus loin et qu'on commençait à faire des formations un peu plus avancées sur Houdini? Première intuition, ouais c'est génial, on court les bras en l'air et on y va, on déroule les formations. J'ai commencé et en plein milieu, je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée parce qu'au final, tu sais pas ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, si t'es ok, c'est qu'on fasse un petit sondage avec des idées que j'avais déjà commencé à élaborer, en tout cas des idées de formation, on va pas parler de visuel dans l'immédiat. Je te propose cette liste directement en sondage. Le sondage est dans la description. Tu vas sur ce magnifique Google Form, tu sélectionnes la formation que tu veux et on en discute après. Ah oui, et c'est mon bureau qui s'énerve tout seul, il me dit lève-toi ou assis-toi, il est taré le bazar. Bon, on a fait à peu près le tour, dernière chose, oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne Foxform, on m'a dit que c'était bien, moi j'y comprends rien aux algorithmes de YouTube, mais bon, à ce qui paraît, ça fait le café. Donc, l'idée c'est que l'on parte sur le principe d'une grille pour pouvoir déplacer des points dans l'univers 3D. Donc on va commencer par ça, on va créer une grille initiale, avec une topo standard, on s'en fiche parce que l'idée ça va être de distribuer plein de points avec le node scatter sur la surface de cette grille. En faisant ça, avec le node scatter, voilà, on va pouvoir créer plein de points. Là ils sont distribués à peu près de manière équitable, c'est pas super, on a envie que ça soit un peu moins relaxé les points les uns entre les autres, que ça soit un peu plus désordonné. Donc on peut venir un petit peu plus bas dans le scatter, désactiver max relax radius. Relax itération. En faisant ça, on a une distribution beaucoup plus aléatoire des points, qui peut être un peu plus cool. Ça va rendre un peu plus le look organique et moins évident. Donc sur cette base-là, on peut déjà créer un système de pop network qui va nous permettre de récupérer ces points qu'on vient de créer au-dessus à l'intérieur de notre simulation. Donc dès qu'on rentre à l'intérieur du Pop Network, on peut directement voir le guide. Les points bleus, c'est le guide qui nous est display par cette couleur-là. On peut les changer de couleur. Il n'y a pas trop d'importance. C'est vraiment pour visualiser le guide initial, ce qui va permettre d'émettre des particules. On peut le désactiver. Et dès qu'on va activer notre timeline, normalement, on devrait avoir des points qui devraient s'instancer. Là, on est sur le scatter onto surface. Donc en gros, ce qui va faire le node, ce qu'il essaye de faire le pop source, c'est créer des points exactement de la même manière que le scatter, sauf que nous, ce qu'on lui fournit en première entrée, c'est pas une surface. Ça aurait fonctionné si on avait donné la surface directement. Là, nous, ce qu'on lui donne, c'est directement des points. Donc, on va pas le laisser en scatter onto surface, on va le mettre directement en all points. All points, ça va récupérer les points de la première entrée, celle qui est connectée au DOP ici, et ça va les utiliser pour créer de nouveaux points toutes les frames. Donc en venant récupérer all points, on va avoir dans le burst ici l'impulse activation qui va toutes les frames ou toutes les substeps de frames activer le nombre de points que l'on a fourni à l'étage du dessus. Donc là, nous, on a fourni 1000 points à instancer toutes les subframes de notre popnet. Donc ça veut dire que toutes les frames, là, on va avoir 1000 particules qui vont s'injecter dans notre simulation. 1000 par 1000 par 1000, le nombre de frames qu'on lui donnera sur notre timeline. Okay. Donc avec ça, si on active notre timeline, on a bien 1000 particules qui se créent chaque frame. On peut vérifier ça. Ici, on a 1000 points à la première frame. Si on avance à la frame d'après, en middle click encore une fois, on a bien 2000 points. Sauf qu'ils sont tous stackés exactement au même endroit et en plus, on a 0 force dans notre simulation. Donc en fait, on a des points qui s'instancent, mais toujours au même endroit. Pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est remonter sur le node scatter et on peut changer toutes les frames le seeding. On voit que là, le seeding, ça prend toujours 1000 points, mais ça change l'ordre de disposition de la création des points sur les primitifs de notre grille. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite expression là-dedans, $t, ça veut dire que toutes les secondes, notre frame va changer, notre global seed va changer.
et au moins on va avoir des instances nouvelles à chaque frame. Ce qui va permettre dans notre pop network d'avoir comme ça un nuage de points qui va se créer continuellement dans le temps. On voit que ça fait que s'instancer au fur et à mesure, et ce sur nos 240 frames. Je vais activer le real time toggle ici. Donc voilà, on a un cloud de points qui se crée, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lui rajouter une force. Donc, on pourrait tout simplement créer une pop force, faire des assemblages de pop force. Comme ça, on aurait des oscillations de particules qui partiraient un peu dans tous les sens. C'est pas mal, sauf que nous, l'idée, c'est qu'on aille chercher quelque chose d'un peu plus complexe, à savoir créer notre custom vélocité. Donc, on va reproduire à peu près la même logique, sauf qu'on va le reproduire de manière plus contrôlée, contrôlable, en SOP. Donc on va reproduire à peu près la même chose, mais sous forme de volume. Là, c'est un displacement, enfin c'est même pas un displacement, c'est un déplacement de points par rapport à certaines forces qui vont s'appliquer dans le DOP, et on va ordonner à nos points de se déplacer dans la direction de cette force qui est créée par le pop force. Okay, donc on ne le voit pas comme ça directement à l'œil nu. On pourrait le visualiser, ce pop force, en allant sur juste ici, guide, activer le guide. On voit qu'on a des traits comme ça qui peuvent changer dans le temps. Voilà, on voit que ces traits, ces trails se déplacent. Eh bien, on peut imaginer que ces trails forment un guide de déplacement pour nos particules, ce qui va leur permettre de se déplacer dans l'environnement. Il ne faut pas s'arrêter à la visualisation qu'on voit là. Les traits rouges, il faut imaginer qu'ils sont à l'infini dans l'univers. D'accord? Donc ça veut dire que qu'importe où nos particules se déplaceront, elles seront toujours sujettes à ce noise. Ça peut avoir un avantage, ça peut avoir des inconvénients. On peut très facilement imaginer un pop force comme étant la force du vent que l'on rencontre dans la réalité. Le vent, on ne le visualise pas directement à l'œil nu. On pourrait mieux le visualiser si on regardait un arbre qui serait transpercé par ce vent. On verrait le feuillage suivre les mouvements du vent. Ça pourrait être intéressant de le visualiser comme ça. Pense au pop force comme étant le vent un peu invisible, mais qui agit de partout dans le monde, quoi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une custom force vraiment centrée à un seul endroit, l'endroit qu'on aura défini nous. Donc ça, je vais le delete pour le moment, et je vais, enfin c'est même pas pour le moment, c'est pour tout le temps, et on va créer à la place un pop advect by volume. L'idée, ça va être à peu près la même chose. Les particules vont être advectées. Elles vont avoir comme obligation de se déplacer dans la direction des forces qu'on lui aura définies. Et cette fameuse force, on va la créer sous forme de volume. Donc, un volume, si tu ne sais pas ce que c'est le principe de prendre un field, un champ de force, et de venir donner à l'intérieur de ce cube, donc c'est un champ de force en 3 dimensions, lui donner de la data pour donner des orientations et des déplacements de champs de force. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce volume. Ce volume, on ne va pas trop s'embêter, on va le créer sur la base de la grille. Sur cette base-là, on va créer une bande pour une bounding box. Ça, c'est un node qui nous permet de créer une vraie bounding box autour d'une géométrie. Même si elle est animée, cette bounding box va se mettre à jour automatiquement. Tu peux regarder l'icône, ça peut aider à comprendre de ce que font les nodes des fois. En gros, là, on a un platonique, on a un caractère. Eh bien, les deux mergent ensemble dans le même node. S'ils sont connectés dans cette première entrée, ce node, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une bounding box qui va encapsuler les deux objets pour faire une boîte. C'est comme si on prend je sais pas moi, un coffre à jouets. Eh bien, on peut prendre tous les jouets, les mettre dans le coffre à jouets. Voit le coffre à jouets comme étant une bounding box. Ça va encapsuler tous les objets à l'intérieur. Ou une valise, éventuellement. Donc, cette bounding box, on voit qu'elle n'est pas épaisse. Ça, c'est dû au fait qu'on l'a initialisé sur une grille. On a l'avantage de pouvoir jouer avec son padding sur tous les axes. Donc là, sur ces 3 channels ici, on est sur l'axe X. Ici, on est sur l'axe Y. Et là, on est sur l'axe Z. Donc, on peut jouer sur le minimum de l'axe X, le maximum de l'axe X, le min de Y, pareil pour le max de Y, et le min de Z, et le max de Z. Donc là, l'idée, c'est de venir la grossir sur au moins l'axe de Y positif, donc sur la hauteur. Je vais prendre ce channel et je vais venir le tirer vers le haut. Au moins, j'ai un peu plus d'espace. Donc on voit bien maintenant cette box qui encapsule, on va dire, d'une certaine manière, ma grille à l'initiale qui était bel et bien à l'intérieur. On peut jouer un peu sur les côtés aussi, ça mange pas de pain. Donc sur X et Z, et surtout sur le minimum et le maximum, je vais juste prendre un channel de X positif, je vais le copier et je vais le passer en relative référence sur les autres.
Je vais récupérer cette expression, ça ira plus vite avec CTRL-C, CTRL-V. Et au moins, dès que je change celle-là, c'est tous les autres qui se mettent à jour automatiquement. Okay. Donc là, je mets un peu de padding sur les côtés et surtout un peu sur la hauteur. Donc voilà, là j'ai une box. Maintenant, l'idée, c'est que cette box, on va la transformer en champ de force. Donc ça veut dire que tout ce qui va être contenu à l'intérieur de cette box va être potentiellement une source de champ de force, de direction pour ma simulation. Pour faire ça, il va falloir qu'on transforme cette box en un volume. Pour le moment, ce ne sont juste que des polygones. On voit d'abord des points ainsi que des arêtes, tous connectés les uns aux autres qui forment des quads. Et grâce aux quads, on peut faire des faces de polygones. Ok. Ça, c'est complètement creux à l'intérieur. On voit qu'on pourrait rentrer à l'intérieur comme ça et être directement à l'intérieur de notre box. Ok. L'idée, c'est qu'on va transformer ça en champ de force. Pour le moment, ça n'en est pas un du tout. Donc, on a plusieurs manières de le faire. Je vais le faire avec un VDB from Polygon, tout simplement. Et en faisant ça, on va créer un VDB. Alors attention, on va créer un VDB de type SDF, Sign Distance Field. Il a juste une forme de data qui est un petit peu différente des autres volumes. Il va permettre de savoir où est-ce qu'on est par rapport à la surface de notre volume. Si on est tout pile sur la représentation de notre volume sur sa surface, on sera à 0 en termes de data. Si on est à l'extérieur, on sera à plus 1 et plus on s'éloigne du field, plus on s'éloignera en positif. Et si on est à l'intérieur du field, on sera en négatif. Le SDF est là pour, par exemple, nous aider à calculer les collisions de certaines choses, si les objets vont rentrer à l'intérieur ou non. Ça permet de repousser les objets à l'extérieur. Mais on ne va pas s'en servir pour ça, pas directement. On va s'en servir pour calculer le gradient de ce SDF. Donc le gradient, ça va nous permettre de passer d'un volume qui est de type flottant, donc à une seule dimension, à un volume qui est de type 3 dimensions, vecteur en 3 dimensions, qui va permettre lui de calculer des directions. Pour le moment, on ne calcule pas de direction, on est juste en mesure de dire si on est à l'extérieur du volume, alors la valeur des voxels sera égale à 1. Si on est tout pile sur la surface de notre volume de type SDF, donc là la data sera égale à 0. Et si on est à l'intérieur du volume, alors la data sera égale à moins 1. Enfin, elle partira en négatif jusqu'à moins 1 à peu près au centre. Grâce à ça, en fait, on peut, comme je le disais, calculer les collisions. Mais nous, ce qu'on veut, c'est calculer des directions. Et pour pouvoir calculer des directions, il faut qu'on soit au minimum en 2 dimensions. Si on veut sur une dimension en 2D, ou au mieux dans un environnement en 3D, il nous faut 3 dimensions. Au moins, on aura 3 directions potentielles. Donc, il nous faut X, Y et Z. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe notre volume de type flottant à une seule dimension avec des décimales derrière la virgule éventuellement, à un volume qui sera en 3 dimensions. Heureusement pour nous, on a un VDB Analysis qui nous permet de passer d'un état à un autre pour un volume. Tu le vois ici dans le VDB Analysis, je suis dans Operator et je peux calculer l'opération de gradient, ce qui va permettre de calculer, c'est un peu comme les normales directionnelles de nos objets quand on a des polygones. Ici, je peux activer mes normales. Voilà, tu vois que les normales qui sont sur mes vertices ici, elles vont pointer dans certaines directions. Bon, ben ça, c'est des vecteurs, d'accord? Eh bien, on va faire exactement la même chose pour notre VDB, qui lui est constitué de plein de voxels à l'intérieur de ce volume. On voit, on a 215 000 voxels. Et on va pouvoir calculer le gradient de chacun des voxels pour savoir dans quelle direction pointe la sortie de ce volume. Donc en connectant le VDB from Polygon et en le connectant au VDB Analysis, automatiquement, c'est setup sur l'opération en gradient. On en a d'autres d'opérations qui sont très utiles pour calculer des volumes de type VDB. D'ailleurs de type volume classique, mais en tout cas quand on utilise des nodes VDB, c'est l'opération VDB qui va faire. Donc là, on est bien sur le gradient. On passe de scalar, donc unité à une seule dimension pour un volume, à un volume de type vectoriel, dans notre cas en 3 dimensions. Donc en faisant ça, on va passer d'un volume qui est en flottant tout court à un volume qui est en vecteur 3. D'accord? Donc là, on a bel et bien chaque voxel, il va contenir à l'intérieur lui-même une direction pour sortir d'une certaine manière du volume. Okay. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne visualise pas grand-chose. Donc l'idée, ça serait que maintenant, on visualise un peu ce qu'on vient de faire et qu'on l'améliore au fur et à mesure. Donc pour visualiser un volume de type vecteur, on ne peut pas le visualiser à l'œil nu. Houdini nous empêche de faire ça d'une certaine manière. Il ne va pas nous le display correctement, même si on est en smooth shaded ou en wireframe smooth shaded.
on ne va pas visualiser les trails ou les directions de notre volume. À l'œil nu, c'est pas possible de le faire directement. Donc pour ça, on a un node qui s'appelle Volume Trail, qui lui va nous permettre de visualiser, c'est juste un visualisateur. Je vais d'ailleurs le coloriser autrement, le mettre en bleu, voilà, pourquoi pas. C'est le node qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe en termes de déplacement à l'intérieur de notre volume. On appelle ça des vecteurs field, mais sous forme de visualisation. Donc je vais prendre mon volume, ça c'est le résultat de mes vecteurs de voxel, et je vais le plug dans la deuxième entrée velocity volume. Je prends ça et je le plug là-dedans. Je vais en profiter aussi pour changer le nom de ce volume. Par défaut, il nous l'a créé de nommer surface. On peut soit le renommer ici, soit le renommer dans Custom Name, juste là, dans le VDB Analysis, et on peut le nommer Vel. Ça va aider à... C'est le nom de convention quand on parle de vélocité pour un volume. C'est VEL en minuscule. Là, il va me manquer donc la première entrée qui est le point trail. Là, il va falloir y donner une certaine résolution à ce volume trail pour qu'il puisse faire des traits d'orientation pour calculer justement notre volume. Donc attention, une fois de plus, ce n'est que de la visualisation, j'insiste là-dessus parce que ce ne sera pas exactement le résultat que l'on aura en termes de déplacement. Ça va dépendre de la résolution qu'on va lui donner en termes de points. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce VDB from polygon et je vais créer un point from volume. Ça va me permettre de créer des points à partir d'un volume. Donc là, j'ai énormément de points. Super. Je peux réduire un petit peu la résolution en termes de points en augmentant le point de séparation. Ça va me permettre d'avoir un peu moins de points au mètre cube. Et je peux venir récupérer ce résultat pour le plug dans le Velocity Trail. Ça va me permettre comme ça de visualiser le gradient de mon volume. On voit que on a nos points qui sont poussés à l'extérieur de mon volume. Si je regarde le volume à la base, on voit que ça pousse vers l'extérieur comme ça. Ça me permet d'avoir un vecteur directionnel, un vecteur trail ou un vecteur field pour savoir à peu près dans quelle direction ma force pousse. D'accord ? Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'a pas de data à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on n'a pas dit à notre VDB from polygon de remplir l'intérieur de notre volume. Pour ça, il faut qu'on vienne ici sur le VDB from polygon, fil intérieur. En faisant ça, on va aussi avoir des points. Les points d'ailleurs que l'on a fournis à l'intérieur tout à l'heure en template, eh bien maintenant ils vont display vraiment une direction aussi. Ils vont tous tendre à aller vers l'extérieur et ressortir de notre volume. C'est comme si quelque chose repoussait ce qui était à l'intérieur. Donc là c'est intéressant, on commence déjà à avoir une première force. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre le résultat du VDB Analysis, créer un nul éventuellement en dessous, pour dire que ça va être notre out vel. Et ce résultat, on va le plug directement dans la deuxième entrée de notre .NET. À l'intérieur de notre pop advec by volume, ce qu'on peut faire, c'est venir, par défaut, il attend déjà le field qui s'appelle vel. Donc exactement comme on vient de le configurer ici. Notre field s'appelle bel et bien vel. La seule chose qui nous manque, c'est lui donner le bon pass, le bon chemin d'accès pour qu'il aille trouver l'information dans notre environnement d'Houdini. Donc pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Soit je lui donne le subpass, je viens chercher mon objet nul, hein, j'ai bien nommé out, donc il le retrouve en tête de liste. Soit je fais ça, soit tout simplement au lieu de lui donner un subpass, je viens lui dire que ça va être le second contexte géométrie. En cliquant là-dessus, il va automatiquement détecter que c'est la deuxième entrée de mon .network qui doit aller vérifier. Et étant donné qu'on y a mis le câblage, c'est nickel, il va le trouver. Donc une fois qu'on est là-dedans, en théorie, on devrait déjà avoir nos particules qui vont être éjectées, qui vont être repoussées à l'extérieur ou à l'intérieur de notre volume. Donc on voit que là, elles partent vers le dessous automatiquement. À un moment donné, elles vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus de force, mais on voit qu'elles commencent à être repoussées à l'extérieur. Et pour cause, quand on regarde un petit peu notre bounding box, si on la template, admettons qu'on reprend le résultat, je vais faire un dop.io pour injecter le résultat de mes particules. Donc là, je viens prendre mon popnet, c'est l'objet qui récupère les particules. Je viens le mettre là-dedans. Et au moins, je vais pouvoir prendre le preset de particules juste ici. Je viens prendre ce résultat et template ma bounding box. On voit que tout ce qui était un peu à l'intérieur à la base va être progressivement repoussé à l'extérieur. Okay, donc c'est cohérent, ça garde l'idée qu'on avait fait à la base. Okay. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut contrôler un certain mouvement à l'intérieur de ce fil et on ne veut pas que ça en sorte, on veut plutôt que ça reste à l'intérieur et que ça parte vers le haut. En tout cas pour l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, enfin la réalisation et la photo qu'on a vue ensemble et la vidéo. Donc on va enlever ça et on va se concentrer sur le volume trail. Sur cette base là, on va utiliser des nodes qui s'appellent des volumes
noise vecteurs qui vont nous permettre de créer des noises. C'est la manière la plus simple de créer un noise rapidement pour pouvoir faire onduler, pardon, pour faire onduler les directions de nos voxels. Donc on va dire que nos voxels vont partir dans d'autres directions directement grâce à ce volume noise vecteur. En faisant ça, lui il attend V comme volume name, nous on la rename, on a changé son nom donc ça va pas le faire, il faut qu'on l'appelle vel. Et de suite en faisant ça, on voit qu'on commence à avoir déjà des ondulations qui se créent sur notre volume tray. Une fois de plus, ça c'est que de la visualisation pour un peu comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre volume. Si je laissais ça comme ça, on ne verrait rien. On aurait le field, mais on n'aurait pas les directions visibles. Donc en faisant ça, on commence à se rendre compte que on peut avoir des ondulations juste sur la base de ce simplex noise qui a été généré grâce à ce volume noise vecteur. On prend un noise et on l'ajoute aux directions déjà initiales sur les voxels, ce qui va permettre de donner encore plus d'ondulation sur la base de la position de chacun des voxels. Donc on peut changer la signature de ce noise si on veut, on peut prendre le sparse convulse. Attention, tous ne sont pas en 3 dimensions, donc ça peut faire des résultats différents des fois. Et encore que je pense que le volume noise vecteur, ceux qui nous proposent là ont été setup pour qu'ils soient en 3 dimensions, ne devrait pas avoir de soucis, mais des fois on peut avoir des surprises, surtout si on les reconstruit de A à Z. Tous n'ont pas une signature en 3D. Donc voilà, on peut prendre un peu la signature de noise que l'on veut. Le perline peut être bien, peut donner des belles ondulations. Et on est pas mal, on commence à être pas mal. Et on va pouvoir comme ça, je pense, démarrer sur cette base-là. Quoique on peut utiliser un autre node, parce que là, on pourrait split ça, ouais, on peut utiliser un autre node. Au lieu du volume noise vector, on va utiliser un node qui s'appelle volume vector, volume velocity, pardon. On a les deux là, volume noise vector et volume velocity. Lui va faire la même logique, sauf qu'on aura beaucoup plus de contrôle sur notre field. On aura des noise, des curl noise à l'intérieur qui sont très jolis pour des ondulations. Donc lui je le supprime, je mets lui à la place. Pareil, le velocity volume, on va venir prendre vel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer notre curl noise, add curl noise sur cette base-là. Donc là, on va avoir de très belles ondulations qui vont se créer avec la signature curl noise qui est bien mieux qu'on n'avait pas tout à l'heure sur le précédent. Et surtout, c'est qu'on va pouvoir ajouter une constante de vélocité. Donc si je désactive mon curl noise ici et que j'active juste la constante, on voit que ma constante elle est automatiquement setup par défaut à +1 sur Y. Donc ça veut dire que à la base j'ai mon gradient qui lui repousse dans toutes les directions pour sortir du volume, pour aller à l'extérieur du volume. Eh bien on peut créer une constante en plus, une constante vectorielle qui va nous permettre d'aller vers le haut en Y positif. Donc on va ajouter cette constante au gradient qui est déjà existant. Donc c'est pour ça qu'on voit ici une interpolation entre à la base ça partait dans cette direction, maintenant ça part un petit peu en diagonale, puisqu'on a, c'est quoi, c'est X, ouais, on a la position de X ici, dans cette direction, plus Y, donc on voit que ça part d'abord là, plus de en haut, donc ça fait monter un peu en diagonale notre volume. Okay. On pourrait extrapoler ça, si on voulait que ça parte vraiment que sur Y, on pourrait pousser encore plus notre vecteur, il serait plus normalisé, c'est pas l'idéal. On va le garder comme ça pour le moment, on va juste y ajouter un peu de curl noise. Donc en faisant ça, on a non seulement add la position Y, mais en plus on a créé plein de voluptes à l'intérieur de notre volume. Donc déjà là ça devrait être pas mal. On devrait non plus avoir nos particules qui tombent vers le bas, mais à l'inverse, c'est complètement pas le cas, il va falloir qu'on l'ajuste. L'idée ça va être de venir prendre les particules et de les pousser vers le haut, et de les faire en plus onduler grâce à ce fameux volume. Ce n'est pas le cas tout simplement parce que je ne l'ai pas connecté là-dessus, on va vérifier quand même. Maintenant, vu qu'on a mis le up vector, je ne l'avais pas connecté avec le out vel, donc forcément il n'y avait pas l'injection. Et là, c'est un peu mieux. Elles partent plus complètement à l'intérieur. Elles partent, il y en a qui descendent quand même en dessous, on va pouvoir l'ajuster ça. Mais il y en a surtout qui, pardon, qui partent vers le dessus. Donc là, ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose. Cool. Donc ce qu'on peut faire, bien évidemment, on peut se servir de ce premier volume velocity pour donner le shape
général de notre mouvement. On peut venir par exemple réduire le swirl size. On va se mettre peut-être vue d'en haut. On va agrandir le swirl size ici pour avoir des voluptés un petit peu plus visibles en termes de grosseur. On voit qu'on en a à peu près une ici, à cet endroit-là aussi, un peu plus là-bas. Plus on va augmenter la taille de notre swirl, plus on va avoir de volupté ample. On le voit, hein, ça commence à devenir très visible. Plus on va réduire ça, plus ça va subdiviser, entre guillemets. Notre noise, il va se répéter de plus en plus à l'intérieur. Okay. Donc à toi de shape un petit peu le noise et le mouvement général que tu veux. Ce qui va permettre comme ça de pouvoir dupliquer ce volume velocity et venir prendre peut-être d'autres signatures. Il ne faut pas oublier de récupérer le dernier résultat à chaque fois. D'ailleurs, on va prendre le outvel, ça sera mieux. Et comme ça, venir multiplier les sources de volume à l'intérieur. Donc on garde toujours notre shape initial, mais on vient y rajouter éventuellement du détail à l'intérieur, en revenant réduire un petit peu le curl noise, subdiviser d'une certaine manière le curl noise, ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui oscille relativement bien, comme si c'était un petit peu sous l'eau. C'est intéressant. Donc moi, je ne veux pas que justement ça bouge dans tous les sens, parce que sinon mes particules dans le pop net, elles vont être continuellement advectées par ce changement-là. Ça peut être bien, ça peut être ce qu'on recherche dans certaines situations. Ce n'est pas mon cas. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais enlever la dépendance au temps de ce noise. Le noise, il est en plus animé par le temps. On le voit ici, on a une time dependence. Donc, je vais le désactiver pour les deux, ce qui va me permettre d'avoir un profil qui, lui, même si j'active ma timeline, ne bougera jamais. Okay. On voit que là, mes trails, avec mon volume trail, eh bien, ne bougent plus du tout. Ça ne va pas m'enlever le motion à l'intérieur de mon popnet parce que, en fait, elles vont avoir pour mission de suivre la direction de cette trail. Donc, ça va donner un look plutôt intéressant et non changeant. D'accord ? Alors que si j'avais gardé la time dependence, j'aurais eu quelque chose de peut-être de plus en mouvement, mais très vite beaucoup plus chaotique, plus changeant dans le temps. Donc ça peut être le résultat que tu veux. Ce n'est pas mon cas, je préfère avoir un bloc qui monte comme ça pour garder continuellement la même direction. Et tu vois que ça ne fasse pas un énorme amas de particules à l'intérieur qui est tout le temps en train de bouger. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'enlève la time dependence, on rebat à l'intérieur et on peut aller comme ça, lancer la scie. Ok, donc là il y a quelque chose de pas mal qui se passe. Il y a deux petites choses qui me dérangent. La première, c'est que ça part en négatif. Ça, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ça parte en négatif. Donc, on a deux solutions. Soit on peut faire une update dans le solver ici, en disant que tout ce qui part en moins quelque chose, eh bien, ça deviendra plus. On va inverser la direction de ce vecteur-là. On peut le faire soit dans le solver, ce qui est peut-être pas une mauvaise idée, soit dans le DOP, pardon. Soit on peut le faire directement traiter le volume pour que rien ne parte en direction négative. Donc dans un premier temps, je vais le faire avec le volume, je vais voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on le fera directement en update dans le solver. Donc pour ça, je vais créer un volume, je vais le faire en volume VOP. Moi, je vais casser le vecteur Y. Donc l'idée, je vais faire un peu de place. On aura un peu plus d'espace pour le VOP. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les coordonnées de chacun des voxels. On va venir casser donc la position des voxels. Quoique non, je vais venir récupérer la vélocité qu'on vient de créer. Donc la vélocité, c'est ça. Hein. C'est la vélocité de ce volume de manière générale. On voit ici qu'on a trois axes, X, Y et Z. C'est séparé par des virgules à chaque fois. Ça, c'est les informations de voxels que j'ai sur X, les informations de voxels que j'ai sur Y et les informations que j'ai sur Z en termes de nombre de voxels. Okay. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va venir récupérer la data contenue à l'intérieur de vel pour chacun des voxels directement dans le volume VOP. Donc ici, on prend vel comme name grâce à un node bind. Le node bind, il nous permet d'importer soit des attributs, soit des volumes. Les volumes étant des attributs aussi c'est des attributs de name. On va venir lire la data. Donc on n'oublie pas que c'est pas un flottant. Le volume qu'on est en train de traiter, c'est bel et bien un vecteur. Donc on peut prendre un 3 float vecteur, ça marchera. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper uniquement du vecteur qui est sur Y. Donc on va split ce vecteur là en faisant un vecteur to float. On va casser en trois composants, on va avoir accès aux trois composants de notre vecteur
Le premier c'est X, le deuxième c'est Y et le troisième c'est Z. On fait ça et on va prendre Y, c'est celui qui nous intéresse parce que moi ce que je veux pas c'est qu'il y ait des informations négatives en Y. Donc je vais prendre une fonction qui est la fonction absolue, enfin, c'est plutôt une méthode mathématique. On va prendre l'absolute de Y et en gros on ne va faire que prendre son positif. Donc même si on a des valeurs qui descendent en négatif, eh bien ces valeurs vont être d'une certaine manière reverses, elles vont être inversées. Et tout ce qui partait par exemple en -1, -2, -3 et ainsi de suite va devenir en +1, +2, +3, +4 et ainsi de suite. Tout ce qui part en négatif sur Y va devenir positif. C'est ce que la fonction, la fonction absolue nous fait et ça ne garde que du positif. Donc en faisant ça, je vais pouvoir maintenant récupérer le résultat de mon absolu ici sur Y et venir le reconnecter à mon vecteur. Pour ça, je vais recréer un vecteur to float, float to vector, pardon. X, je le garde inchangé, je ne fais pas de modification sur X, ça me plaît sur X. Pareil pour Z, je n'y touche pas. Par contre, Y, on prend sa version modifiée. Ça va me permettre de maintenant réexporter avec un bind export cette fois-ci, ma vel, toujours en vecteur 3, pour ne plus avoir de valeur négative sur Y. Alors je ne sais pas si visuellement on a un changement, on va vérifier. 100. On voit qu'il y a des informations qui partent en dessous de Y. On voit qu'on a 0 Y négatif vers le bas là. Avec la fonction absolue, tout ce qui était négatif passe de l'autre côté et part en positif. Okay. Donc normalement, on ne pourrait plus avoir de particules qui partent en dessous de Y. C'est le cas, tout part vers le haut. Okay. On n'a pas changé réellement les mouvements de notre vecteur, mais par contre tout ce qui était négatif, on a dit que ça part en positif. Ça nous permet comme ça d'avoir... Alors après, ça ne va peut-être pas empêcher... dans notre sim que des particules après coup, par exemple si on avait une gravité, ça n'aurait pas empêché que nos particules tombent en dessous. Okay, parce que là on a une nouvelle force dans notre dynamic operator qui elle, toutes les frames est évaluée. Donc là on aurait des particules qui tomberaient en dessous. Il se peut que même si on ne met pas de gravité, à un moment donné, on ait des particules qui tombent en dessous. Bon, étant donné qu'on n'a jamais de force négative, il y a peu de chances que nos particules retombent en dessous à un moment donné dans la sim. Okay. Bon, ceci étant dit, c'est pas mal. Ça commence à bien avancer. La seule chose qui nous reste à faire ici, c'est de peut-être venir ralentir un peu des particules. On voit qu'il y en a certaines qui vont relativement vite. Pour ça, on peut prendre un pop drag. Et on a plein de choses à faire avec un pop drag. Lui, il va créer de la résistance de l'air sur nos particules. Donc, on va un peu réduire leur rapidité. Plus on augmente la résistance de l'air, plus nos particules vont être confinées. Le terme est peut-être pas approprié, mais c'est le cas. En ayant un petit peu une résistance à l'air, on voit que c'est beaucoup plus doux et soutenu comme mouvement. Ça peut être bien pour lisser la vélocité un peu trop puissante de temps en temps. Mais voilà, on peut réduire un petit peu ça. 2, je pense que ça suffira largement. Et au moins, on obtient des looks un petit peu plus élégants. Parfait, ça commence à être pas mal. La seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de venir donner un petit look un peu plus intéressant à ces particules. Première chose, on peut coloriser ces particules par rapport à leur vélocité. C'est quelque chose de très courant qu'on fait. On peut le faire avec un point de VOP rapidement. Je te l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Je vais aller vite là-dessus. On prend la vélocité. On calcule la longueur du trail de vélocité. On voit ici, on a le vecteur directionnel là. Et on a comme un mètre mesureur qui vient prendre la longueur du vecteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la particule va vite, plus la longueur et la distance qu'elle parcourt est grande. Donc on va calculer cette distance et on va nous retourner une valeur flottante, une valeur de distance. Prends un mètre mesureur et tu verras, mesure quelque chose, eh bien il y aura 1,5 peut-être de centimètres. Eh bien ça sera le résultat qui était retourné dans la lens ici. C'est un flottant, un chiffre avec des virgules derrière. Ce résultat, on peut le prendre, le fit, pour avoir une range intéressante, pour surtout la normaliser entre guillemets. Donc on vient prendre, imaginons que prenons le max de 2 en lens de vélocité. On prend, ça c'est l'initial, entre 0 et 2, on part du principe que nos particules parcourent 2 mètres, bon, c'est peut-être un peu beaucoup en termes de vitesse, mais on va voir. Et on remap ça entre 0 et 1 pour pouvoir créer un ramp de couleur, un ramp paramètre, qui va nous permettre de coloriser avec un vecteur de couleur R, G et B, de coloriser nos particules en fonction de leur vitesse de déplacement.
Donc on laisse ça comme ça pour le moment, on exporte ça dans la couleur, dans CD. Ça va nous permettre d'avoir un gradient un petit peu intéressant en fonction de la vitesse des particules. Plus les particules vont aller vite, plus elles vont se retrouver sur le profil qui est égal à 1 ici, donc blanc. Et moins elles vont vite, plus elles vont être noires comme ça. Donc on peut changer ici cette couleur et avoir des couleurs un petit peu différentes. Okay. Seule petite chose qui nous reste, donc là on voit qu'elle s'arrête à un moment donné. Ça c'est dû à notre field. Notre field ne va pas assez haut. Si on compare avec notre bounding box, on voit qu'à un moment donné, les particules qui commencent à s'arrêter, c'est qu'elles n'ont plus de vélocité. Vu qu'on n'est plus dans notre field, elles ne savent plus quoi faire. Vu qu'on n'a plus de force, donc du coup elles restent statiques et elles ne bougent plus dans l'espace. Elles n'ont plus de vélocité pour être update. C'est joli vu d'en haut, c'est même très joli. Ça peut ne pas être le cas. Si tu veux plus de mouvement, soit tu augmentes cette fameuse bounding box à l'initiale, ça va augmenter ton volume. Tes particules auront plus de room, plus d'espace pour se déplacer. Ça peut être intéressant. Ou alors tu accentues un peu ton pop drag pour limiter un peu leur déplacement. Une fois qu'on a ça, la seule chose qui nous reste à faire pour rester conforme à ce que je t'ai montré à la base, c'est de venir créer un système de câblage, de trail, un petit peu comme ce qu'on a fait là avec le volume trail, hein, d'avoir un système d'oscillation qui, elle, va nous reproduire le mouvement que les particules ont fait. C'est comme si on avait un tracé qui allait se baser sur ce qu'on a déjà parcouru en distance. Pour ça, c'est très simple. On va pouvoir connecter les particules par rapport à leur position précédente. Pour ça, on va créer un node trail. Pareil, je crois qu'on l'a déjà fait, je te l'ai déjà montré. Le node trail est très utile parce qu'il peut faire un duplicata des frames précédentes. En fonction du trail length, ici, on va pouvoir récupérer le mouvement, la position précédente de la particule. Donc là, on voit déjà que se dessine automatiquement notre profil de vecteur trail, encore beaucoup plus détaillé que celui qu'on a fait ici. Mais concrètement, si on compare un petit peu les deux, on devrait retrouver à peu près les mêmes mouvements. On voit ici que là, elles commencent à s'onduler, ces particules. Eh bien, elles sont en train de suivre de manière, on les voit bien avec celle-là, ici. Celle-là, elle est en train de partir dans cette direction et on voit tout notre template de points qui essaye d'être conformé à cette direction de vecteur. Okay. Donc voilà, c'est à peu près tout. On pourrait les connecter par des câblages. Ça pourrait être intéressant à faire. Pour le rendu avec Solaris, c'est pas nécessaire. Si tu crées un rendu Solaris sur cette base-là, tu verras que automatiquement Solaris va détecter que c'est des particules et il va créer des sphères sur cette base-là. Je peux peut-être le faire avec toi si tu veux. Ici, je vais juste créer un nul. On va le nommer out vector field. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'extérieur, on va créer un LOP network. Bon, j'aime bien le créer là, de ce côté-là. J'aime pas forcément le faire avec le stage. On peut double-cliquer et aller à l'intérieur. Là, on va passer du côté Solaris, du contexte USD. Et on va importer, on peut faire un SOP import. Au moins, on va directement importer nos particules. On peut load un SOP pass, donc on va cliquer là-dessus. On peut aller dans notre grid, out vector trail, c'est le nul que je viens de créer. En faisant ça, on récupère nos particules directement dans Solaris. On peut mettre, je vais le nommer Géo. Je vais switcher en layout Solaris directement. Là, il nous met dans le contexte stage. Bon, comme je te l'ai dit, j'aime pas le faire spécialement par ici. Donc, je préfère le créer comme contexte en plus à côté, qu'on retourne là-dedans. Et ce qu'on peut faire, c'est automatiquement, on va créer un matériel. On va créer un matériel library, ouais. On va aller à l'intérieur. On va créer un matériel X USD matériel X builder. On va le nommer points. On va aller à l'intérieur. Et je vais juste te montrer comment on peut récupérer cette couleur pour venir shade notre matériel. La couleur, dans le contexte Solaris, elle ne s'appelle pas CD, comme tu as peut-être l'habitude de la voir. Elle va s'appeler, si on va sur Géo, ici on a tous les attributs qui ont été récupérés ou de notre géométrie ou de notre SOP directement, donc du contexte SOP qu'on a importé là-dedans. Hop là.
On devrait avoir la variable display color, je ne la trouve pas. Primitif, display color, elle est ici, prime var. On a la variable du primitif qui est donc celui-ci. Le display color, ça va être la couleur de notre objet, qui est stocké sur normalement des attributs à la base qui s'appellent CD. Dans Solaris, ça ne va pas s'appeler CD, ça va s'appeler display color, comme c'est écrit, hein, exactement. Donc pour le récupérer, double-clic, on va à l'intérieur du shader et on va prendre une géométrie properties value. Là, on va importer l'attribut de la géo sur lequel est connecté notre shader. Pour le moment, il n'est pas connecté encore, mais plus tard, il va y être connecté. Donc, en fait, ce que va faire ce node, c'est qu'il va aller vérifier l'attribut avec le nom qu'on va lui fournir ici. Et il va aller vérifier l'information qui est stockée sur l'objet. Donc, ici, on va nommer display color. Je l'ai perdu. Display color écrit exactement de cette manière-là. Donc, display color avec un C majuscule. Ce n'est pas un flottant, c'est bel et bien une color. On pourrait aussi prendre un vecteur 3, mais bon, c'est mieux de le nommer color directement. C'est une couleur, ça nous permet d'avoir directement une default color ici. Et on vient lui prendre ce résultat et le mettre dans base color, juste ici. Ça va permettre comme ça d'avoir la couleur de ce matériel en base color sur la base des couleurs qui sont stockées sur les points. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est assigner ce matériel à notre géométrie réellement. Il n'est pas assigné là. Donc le matériel pass, ça va bel et bien être le matériel qu'on a nommé point. On clique, enfoncer gauche, glisser vers matériel pass. Et on va automatiquement l'assigner à la géométrie qui est le point juste ici. Donc là, ça devrait être bon. Mon matériel devrait être opérationnel. Je vais juste créer un DOM light pour rapidement avoir un environnement lumineux. Je vais aller sur texture là, je vais aller prendre les textures qui sont directement dans Houdini, hfs/houdini/pic/hdri. On vient prendre la première éventuellement et je vais connecter cette light directement à mon network de Solaris. Je mets le flag dessus. Ça devrait être pas mal. On va créer une caméra en plus. Faire la même chose. Là, ça va être light. Ici, je vais créer un autre merge. Je merge ma caméra à mon network et je viens créer un node de karma classique, karma setting. On vérifie bien la caméra, caméra 1, caméra 1, c'est OK. On se met à l'intérieur de notre caméra éventuellement et au moins on peut se déplacer librement. N'oublie pas de lock la caméra ici pour pouvoir te déplacer dans le viewport et faire en sorte que ta caméra suive bien tes déplacements. Donc là c'est pas mal. On peut même un peu se mettre de côté comme ça. On va changer un peu l'aspect ratio, il est bon. Ouais, c'est pas mal, on prend un peu de profondeur. Et au moins, on a directement nos créations de trail. J'ai un peu de zone morte là-haut, c'est pas terrible. Peut-être que commencer à cette frame, c'est pas l'idéal. Mais au moins, on a comme ça nos déplacements progressifs. Alors, bien sûr, tu peux augmenter le nombre d'émissions de particules avec le scatter initial, mais ça commence à être pas mal. On n'est pas en ultra haute résolution, mais déjà le résultat est cool. Je vais enlever la visualisation de mes lights et la sélection des primitifs. Au moins, on est pas mal. Donc, si je switch ça de karma, CPU ou XPU, en fonction de ta machine, on va voir la taille des particules qui va être énorme. Donc je ne sais pas si on peut la changer directement là-dessus, je ne me rappelle plus si je fais un géométrie properties. C'est GeoSetting, c'est pas properties. Render Geometry Setting, est-ce que j'ai le P-Scale directement là-dedans? Je ne me rappelle plus. Géométrie as a sphere, ici non. Non, je ne l'ai pas là, pas à ma connaissance. Donc on va venir changer le P-Scale des particules. On va créer un custom paramètre pour pouvoir changer la taille que Solaris crée automatiquement, parce que sinon ça va être très moche. Alors que là c'est relativement fin et élégant. On peut créer un custom slider.
comment on pourrait le faire? Enfin, on peut le faire de plusieurs manières, mais le plus utile serait éventuellement de créer un paramètre et créer un floating panel. On va créer un attribut triangle. On va créer un petit code juste pour pscale. Donc pscale, rappelle-toi, c'est la taille des particules et on peut dire que pscale va être égal à un channel flottant que l'on va créer. On va le nommer pscale, ce channel flottant. On met une semi-colonne et on crée le slider juste ici. Donc pscale est égal à 0 pour le moment. Là, il va avoir une range. Ce qu'on peut faire, c'est venir clic droit sur le node. Maintenant qu'on a créé un slider, on peut aller sur paramètres un channel, paramètres. Au moins, on a une fenêtre qui s'ouvre. On a un panneau flottant qu'on va pouvoir manipuler un peu n'importe où quand on va dans différents environnements. Et au moins, on peut dire que pscale maintenant est non pas égal à 0, mais à une petite taille pour commencer à avoir des particules qui soient un peu plus élégantes en termes de taille. Okay. Donc voilà, tu peux switcher sur du XPU si tu as une bonne carte graphique. Tu peux même utiliser du denoising. Je vais mettre ça sur le côté pour le moment. En XPU, n'oublie pas, si tu changes sur le Karma et que tu te mets en XPU sur Karma, change-le aussi dans le viewport, c'est mieux. Au moins, tu auras la carte graphique qui va prendre le relais dessus. Tu peux aller dans Filter, utiliser le denoising pour plus rapidement avoir le résultat à peu près de ce que tu es en train de faire. Là, on a beaucoup de gaps au niveau des trails. Laisse peut-être la timeline un peu plus longtemps pour que ça remplisse les trous, ou alors créer carrément beaucoup plus de particules au mètre cube sur ton scatter initial. Ça va permettre comme ça de remplir beaucoup plus rapidement les trous, et pourquoi pas augmenter encore un peu le p-scale à 0,003. Voilà, ça commence à avoir un peu plus de look. On voit qu'on a bel et bien aussi notre shading qui a pris la couleur des particules, donc ça c'est cool. Et voilà. Après, libre à toi de changer le vector field pour avoir un look un peu plus intéressant.